Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, qui ne sont pas encore clients, moi c'est Anthony Sierravolo, cofondateur de la société Opéras, qui est ami d'enfance avec Raphaël. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans le numérique, sur des applications métiers pour divers clients et notamment des campings, surtout sur Argelès-sur-Mer. Et en même temps, j'ai commencé en 2006, j'étais sauveteur en mer, et puis j'ai été caserné, j'étais pompier sur Perpignan, sur la deuxième caserne la plus importante des Pyrénées-Orientales. Donc aujourd'hui, je mets mon expertise autant sur le numérique que sur le terrain pour participer justement à la société Opéras et venir en soutien, en aide aux gestionnaires de camping. Et moi, c'est Raphaël Di Felice. Donc, j'ai un passé de policier national. Pendant 15 ans, j'ai œuvré sur l'Île-de-France, en région parisienne, à la fois sur le terrain en BAC, en brigade anticriminalité, et sur ma spécificité d'être développeur, donc sur un service spécialisé dans la police en développement informatique. Et sur Opérasque, j'apporte mes connaissances en tout ce qui est sûreté et évidemment sur la solution informatique. Donc aujourd'hui, on va commencer par la question qu'on peut tous se poser. Pourquoi insister autant sur la sécurité en camping? Et d'abord parce que le camping est par nature un environnement ouvert et exposé. Et contrairement à un bâtiment classique, on va parler ici d'espaces vastes, souvent en pleine nature, avec une grande concentration de personnes. Et forcément, peu de protection structurelle. Quand je dis peu de protection structurelle, il faut savoir que dans les retours d'expérience, le feu, quand il rayonne à 15 mètres, quand il rentre à votre camping, il peut déjà commencer à brûler un mobil-home. 15 mètres de rayonnement. Et donc ensuite, il faut ajouter, évidemment, vous l'avez sur la carte, le facteur majeur, c'est le changement climatique. Aujourd'hui, les phénomènes sont de plus en plus fréquents et violents. Alors évidemment, cet été, avec des températures élevées, on a eu plus de 40 degrés à l'ombre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça augmente les risques d'incendie et forcément de végétation. On a aussi, et c'est paradoxal, des orages qui sont plus intenses et qui provoquent des crues éclairs, voire des inondations brutales. Cet été, à Nières, c'est un petit village à flanc de montagne dans les Pyrénées-Orientales, un papa et son fils sont allés pêcher et le fils a été emporté par les flots en 5 minutes. La crue est montée en 5 minutes et malheureusement, ce jeune de 20 ans est décédé. Donc il faut vraiment y penser. Je pense au sourire de la Madone dans les Alpes, une rivière qui croise. En quelques minutes, l'eau est montée et ça peut occasionner des problèmes, on va le voir juste après. Puis, évidemment, des sécheresses qui sont prolongées et qui vont fragiliser le sol et aggraver la propagation du feu. Le colonel des pompiers ici commence à parler de méga feux, on l'a vu dans l'Aude cet été. Et la saison aujourd'hui des feux commence au mois d'avril. Et c'est de plus en plus tôt dans la saison parce que forcément, le terrain, les broussailles, les OLD, etc., aggravent ce phénomène. Et évidemment, on n'oublie pas non plus l'été indien, l'allongement des saisons touristiques, qui étend la période de vulnérabilité. Donc le camping est aussi un lieu d'accueil de famille. Vous avez des enfants, vous avez des seniors et des personnes en situation de handicap. Et tout ça, ça va rendre l'organisation de plus en plus complexe. Et donc en cas d'incident, il faut être capable de se coordonner rapidement avec une foule importante et des visiteurs qui ne connaissent pas forcément les lieux. Et donc il y a aussi une réalité que vous connaissez bien. Les autorités demandent de plus en plus de plans de prévention et de dispositifs opérationnels. Donc ne pas s'y préparer, c'est non seulement exposer ses vacanciers, mais aussi exposer sa responsabilité en cas de drame. Et je vous rappelle que le CPS, on peut aller au pénal avec. Donc évidemment, on a souvent tendance à penser que les catastrophes n'arrivent qu'aux autres, que notre site est protégé puisqu'il est bien situé ou qu'il n'a jamais connu de problème majeur. Mais la réalité, c'est tout le contraire. Les campings en France et en Europe sont régulièrement touchés par des sinistres graves. Alors souvent, les sinistres viennent pour 80% du temps de l'extérieur. Alors on va pouvoir aussi se préparer, on le verra après avec les fiches préalerte. Alors cet été, encore une fois, l'Aude surtout a été particulièrement touché par les incendies, l'Hérault et le Var également. Et donc parfois, comme chez nous au Chêne Rouge il y a quelques années, les conséquences sont lourdes. On a des dégâts matériels considérables, des interruptions d'activité et bien sûr une mise en danger des vacanciers.
Donc ne pas anticiper, c'est exposer à une perte de contrôle totale au moment où il faudrait au contraire être capable de guider et de protéger. Alors, on va démarrer des études de cas. Et pour démarrer ces études de cas, on va prendre la problématique incendie. Donc là, on va étudier 2 cas concrets qui se sont passés chez nous. À gauche, vous pouvez voir le camping Floride l'Embouchure au Barcarès qui, durant l'été 2022, a connu un dramatique accident sur la scène, sur la scénographie. Il y avait un spectacle de feu avec un groupe de Tahitiens. Malheureusement, la scène s'est enflammée et au final, on a dénombré 6 blessés graves. Et là, il y a plusieurs points noirs à analyser. C'est que le jour J, bon déjà, il était 23h, c'était le soir, il y avait des centaines de spectateurs. Mais le jour J, les dispositifs d'alerte sonore n'ont pas fonctionné. Donc, ce qui s'est passé, l'incident s'est déclaré. La foule a été surprise parce qu'il n'y a pas eu d'ordre bien clair pour l'évacuation vu que les haut-parleurs, les sirènes ne fonctionnaient pas. Donc, tout le monde a voulu courir à gauche, à droite. Il y a même des clients qui ont attelé des caravanes et qui ont essayé d'évacuer. Ils se sont retrouvés face à des portails fermés. Bref, grosse panique durant cet incident par manque de communication. Et à l'arrivée des secours qui sont intervenus assez rapidement pour circonscrire l'incendie, la direction n'a pas été identifiée comme telle dès le début. Il y a eu énormément de mal à communiquer entre les différents acteurs. Et au final, on dénombre 6 blessés, dont 2 graves. À droite, autre situation, les chaînes rouges. On en a parlé, été 2023, incendie majeur chez nous dans les Pyrénées-Orientales, à Saint-André, dans les Alberts. Là, le feu venait de l'extérieur. Il a commencé à arriver à proximité du camping. Et là, heureusement, la gestionnaire d'établissement a décidé d'évacuer d'elle-même avec son staff. Elle a mis tout le monde en sécurité. Il n'y a eu aucun blessé. Par contre, le camping a été entièrement calciné. Et là, par chance, la gestionnaire avait effectué plusieurs exercices d'évacuation en amont de la saison. Du coup, ils ont maîtrisé l'évacuation parfaitement et on dénombre aucun blessé. Par contre, point noir sur la communication. Quand ça s'est passé, en fait, les lignes d'appel d'urgence 18-17 étaient saturées d'appels vu que l'incendie était énorme, colossal. Du coup, elle a mis plus d'1 heure pour avoir correctement les secours au téléphone et encore, elle communiquait vers l'extérieur avec WhatsApp parce que Internet continuait de fonctionner. Donc là, autre cas de figure, incident très bien géré par l'équipe du camping, mais malheureusement, problème de communication avec les secours. Donc on parle énormément d'incendies évidemment, mais il y a aussi des épisodes Cévenol, on le voit souvent dans le Gard. Là, on prend l'exemple du camping de l'Arche, mais ça peut être aussi le camping du Pradal. Souvent, vous êtes sur des paysages qui sont idylliques, mais qui sont soumis à des risques naturels. Faut savoir que des crues éclairs arrivent en quelques minutes, entre 5 et 10 minutes. Et là, on peut voir que sur le camping de l'Arche, il y a carrément tout un secteur qui a été touché, qui peut être régulièrement touché par le gardon d'Anduze. Donc là, des précautions peuvent arriver. Vous avez des sociétés tierces comme Vortex qui mettent des bornes qui permettent de gérer et d'avoir des statistiques sur la montée des eaux. Vous avez d'autres entreprises qui permettent aussi de faire soulever les mobil-hommes. Bref, il faut vraiment que vous identifiez exactement les zones à risque au niveau de l'inondation. Aussi, une autre chose hyper importante, c'est l'historique. Souvent, vous avez des campings familiaux, donc vous avez la data. Mais tous les nouveaux propriétaires d'établissements qui se passent la main n'ont pas quelqu'un comme Monsieur Issart qui a le camping depuis 50 ans et qui sait que dans cette zone-là, quand l'eau est arrivée à cette hauteur-là, on sait qu'on a 20 minutes pour évacuer. Donc dans la passation, moi je vous conseille de pouvoir travailler sur l'historique et de savoir où c'est que les situations de désastre peuvent arriver et sectoriser bien votre zone pour pouvoir répondre rapidement. Autre chose, parfois, on l'a vu sur certains campings,
vous avez une rivière qui croise, donc qui coupe le camping en deux. Donc pensez à des équipements de protection de ce côté-là, mais aussi de l'autre côté. Quand je parle de plan B, je parle aussi d'avoir d'autres zones d'évacuation et des points hauts qui vous permettent de mettre en sécurité sur les deux secteurs du camping. Ça, c'est hyper important. Les sinistres surviennent très vite, souvent sans laisser le temps de réaction classique. Donc, ils vont toucher les campings réputés, bien gérés et conformes, mais personne n'est à l'abri. Donc, ça révèle surtout la difficulté de coordonner les équipes et les vacanciers dans un espace qui va être fragmenté et vaste. Donc, il existe des outils pratiques immédiatement mobilisables et adaptés aux spécificités du terrain pour gagner du temps. On va le voir juste après avec Raphaël. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet du webinaire, les fiches réflexes. Mais avant de parler de fiches réflexes, on va d'abord parler de rôles clés. Les rôles clés, c'est quoi? C'est les rôles que chacun doit tenir, doit avoir durant un incident ou une évacuation, surtout pendant une évacuation. Tout le monde doit savoir ce qu'il a à faire au bon moment. Donc, comme vous le savez, il y a d'abord le responsable unique, le RU. Donc, en général, c'est vous, gestionnaire d'établissement ou un membre de la direction, qui va coordonner l'ensemble du staff et des secours durant l'évacuation, qui va tout diriger. Et vous avez aussi vos guides et serre-fils. Donc les guides fil, ceux qui vont prendre la tête, qui vont diriger les clients vers vos points de rassemblement. Les serre-fils qui vont venir fermer la marche durant l'évacuation et qui vont venir s'assurer que chaque emplacement, chaque mobil-home est bien vide. Et ce qu'on a identifié aussi durant des exercices qu'on effectue chez différents campings, c'est qu'il est intéressant d'utiliser l'équipe piscine, c'est-à-dire vos sauveteurs, vos BNSSA à la piscine pour faire tout ce qui est secours à victimes. C'est-à-dire que imaginez-vous quand vous évacuez votre camping, il y a des centaines, voire des milliers de vacanciers, tout le monde est paniqué lors d'un vrai incident. Il y a toujours de la bobologie, des malaises à traiter. Et ce qui est intéressant, c'est de dédier une équipe exprès, l'avoir anticipé en amont. Et en général, l'équipe piscine est parfaitement adéquate et parfaitement formée pour ce genre de tâches. Puis, vous avez évidemment votre équipe sécurité. Donc là, c'est différent, c'est spécifique à chaque camping. C'est des fois une équipe interne, des fois externe. Mais déjà, leur rôle en premier, c'est de fermer le camping, d'empêcher que d'autres personnes puissent rentrer à l'intérieur du camping pendant une évacuation, pendant un incident. Et bien sûr, selon votre camping, elle peut être formée s'il y a un, s'il y a deux, etc. pour commencer à maîtriser si c'est un feu ou d'autres problématiques. Alors, on rappelle que normalement, vous devez sectoriser votre plan de camping, le camping par zone, de manière à ce qu'il y ait au minimum toujours un binôme par secteur, un guide-fil, un serre-fil, pour évacuer les allées et les emplacements. Donc maintenant, évidemment, j'apporte une précision, c'est évidemment conditionné à la typologie de votre camping et aussi à la taille de votre camping. On va prendre l'exemple d'un camping qui est assez important à Canet, avec qui on a fait une grosse simulation avec les autorités préfectorales et les colonels gendarmerie pompiers. On a retravaillé avec le directeur du camping l'ensemble des fiches réflexes et notamment, comme disait Raphaël, l'importance de la sectorisation et l'importance de pouvoir placer aussi les points d'entrée, les points de sortie sur chaque zone. On a gagné un temps infini parce que le gestionnaire avait fait le boulot avant la simulation et donc chaque guide savait où il démarrait et chaque serre-fil savait où c'est qu'il allait aussi démarrer et on avait directement un plan et ça a permis d'évacuer vers le bon plan, la bonne zone et on a gagné un temps assez important. Et le fait de faire cette simulation aussi, ça vous permet de savoir en combien de temps vous avez évacué cette zone-là. C'est très important pour la gestion de la chaîne des secours. On répondra à toutes les questions juste après. Là, on essaie de dérouler de manière assez fluide. Et après, on gardera un temps pour les questions si vous en avez. Et on vous mettra aussi à disposition les différents éléments que vous avez à l'écran. Okay. Là, on va voir plus en détail du coup ces fameuses fiches réflexes. Donc, une fiche réflexe, c'est quoi? C'est les consignes, les process de sécurité pendant un incident ou une évacuation que le staff doit s'approprier, doit travailler en amont. Pour qu'elle soit efficace, nous, ce qu'on recommande, c'est une information importante par page. Alors, je m'explique. Si vous êtes, par exemple, gestionnaire, la direction du camping, vous êtes en charge donc de coordonner l'évacuation, de déclencher l'évacuation.
il vous faut une fiche réflexe pour l'évacuation et que pour ça. On a vu dans différents campings des fiches réflexes à rallonge. Il y en a 5, 6 par thématique, par incendie, par incident, etc. Il faut qu'en fait ce soit simple, efficace, avec des verbes d'action, que ça soit concis en fait. Une phrase, voire 2 maximum, et un thème traité en particulier, de manière à quoi? À atténuer les effets du stress pendant un incident. Parce que imaginez-vous à traiter un incident grave dans votre camping. Bon, vous allez penser peut-être aux fiches réflexes, vous allez regarder. Vous avez déjà perdu des capacités pendant une situation de stress. Autre chose de très important, il faut qu'elle ne soit pas forcément nominative. Alors je m'explique. Imaginez Bernard qui doit évacuer la zone B, par exemple, de votre camping. Le jour J, il n'est pas là. Donc, il faut que n'importe qui puisse prendre le relais à sa place. Donc, on conseille à ce que ce ne soit pas nominative et évidemment accessible par tout le monde et travaillé, lu, connu en amont de la saison. Ensuite, nous allons voir les différentes erreurs fréquentes à éviter avec Anthony. Donc, quand on analyse les dispositifs de sécurité existants dans les campings, dans les 70 campings aujourd'hui qu'on a en clientèle, on retrouve systématiquement les mêmes erreurs. Ces erreurs n'apparaissent pas graves sur le papier, mais dans une situation d'urgence, elles peuvent coûter des vies. Donc la première, et vous allez voir à droite l'exemple d'un camping sur le Barcarès, des documents trop longs. Beaucoup de fiches sont rédigées comme des rapports administratifs. En cas de crise, personne n'a le temps de lire ces 5 pages. Il faut des consignes courtes et immédiates. Faire le boulot auprès de la préfecture, c'est pas leur rendre une dissertation. Ces fiches réflexes-là, quelque part, elles sont pour eux parce que vous avez fait le boulot, mais elles sont surtout pour vous parce que vous les avez traitées, vous les avez digérées, anticipées et vous avez mis le strict minimum. Ce que je vais voir après. On a aussi, et il faut éviter parce que vous n'avez pas que des professionnels de la sécurité, vous êtes gestionnaire, vous avez 37 métiers à gérer, on est d'accord, donc le jargon, évitez. Surtout dans les professions comme nous, le RIA, robinet d'incendie armé, DN25, ou PR, point de rassemblement, ou prenez la VHF. Donc la VHF, c'est la radio. Alors pour les saisonniers, parfois, c'est pas compréhensible. Donc dès qu'une instruction se perd, on perd en efficacité. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est pas de mise à jour. Donc des fiches réflexes qui restent figées dans le temps, parce que vous voulez bosser pour la préfecture encore une fois. Tous les 3 à 5 ans, il y a le CPS qui revient à jour. Donc, parfois, pendant plusieurs années, ces fiches réflexes, elles dorment. Sauf que votre site, chaque année, il évolue. Les effectifs changent et les risques vont changer aussi. Autre chose, on l'a vu aussi, c'est une accessibilité limitée. Quand je parle d'accessibilité limitée, c'est que les documents sont souvent stockés dans votre CPS, donc dans le cahier des prescriptions de sécurité. Et votre CPS, c'est souvent un classeur qui se situe à la réception, dans vos bureaux, ou forcément sur vos ordinateurs en version PDF. Et donc, en situation de stress, si on ne les trouve pas immédiatement, ils vont devenir inopérants. Donc, vos fiches réflexes, mettez-les au minimum dans vos kits d'évacuation, à dispo au niveau de la réception, ça c'est le minimum. On ne parle même pas d'Opérasque avec la gestion digitale, mais déjà en amont, il faut avoir ça, puisqu'il faut être figital. Il y a le digital, mais aussi le papier, qui est important. On a aussi identifié une absence d'adaptation au rôle. Donc trop souvent, les mêmes fiches réflexes s'adressent indistinctement à tout le monde. Or, quand on est agent de sécurité, ce n'est pas la même qu'un animateur, qu'un directeur, etc. Donc comme disait Raphaël tout à l'heure, chaque profil doit avoir ses propres consignes. Ça, c'est très important. Et bien évidemment, pour certains, l'oubli des publics vulnérables. En cas d'évacuation, les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes ou à mobilité réduite sont rarement pris en compte de manière explicite dans les fiches. Donc ça crée vraiment un risque majeur. Parfois, ça nous est arrivé sur d'autres contextes que quand on évacue, les gens ne veulent pas sortir, les gens ne trouvent pas que le danger est immédiat ou ils traînent. Tout ça, conditionnez-le dans la fiche réflexe. Il faut une voiture balai, une golfette balai. Il faut vraiment que ces gens qui sont identifiés dans l'évacuation puissent être relevés.
Parfois, quand on va faire l'évacuation de la zone, il y a un monsieur ou une dame qui est handicapé qui ne va pas pouvoir se mouvoir ou qui a des problèmes de cécité, par exemple. Donc ça, il faut le mettre dans la fiche réflexe et le pouvoir remonter l'info à la direction ou au guide fil. Hyper important. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la fiche réflexe qui était sur le CPS d'un de nos clients. Et donc, je me suis permis, comme dans une sculpture, de tailler un peu dans la masse et faire ressortir la substantifique moelle, c'est-à-dire le minimum pour pouvoir avoir une fiche réflexe qui soit compréhensible. Donc, la première des choses à faire, c'est que la fiche réflexe n'a d'intérêt que si elle est simple, claire et immédiate. Ça veut dire que concrètement, la fiche doit être optimisée, doit répondre à 2 critères essentiels. Le premier, vous l'avez vu, c'est la clarté visuelle. Une structure verticale en étapes numérotées. Vous pouvez rajouter des pictogrammes, ça aide à la compréhension et c'est universel. Attention, trop de pictos tue le picto aussi. Donc il faut pouvoir aussi moduler. J'ai rajouté une forme de checklist. Ok, j'ai ma fiche réflexe, je pars à la réception, j'ai mon kit d'évac, je récupère mon matos. Hop, je fais des croix. J'ai tout le matériel qui est à disposition pour moi. Je check, je suis devant le club. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est que même en pleine nuit, avec une lampe torche, chaque personne sache quoi faire immédiatement. Le deuxième point d'une fiche optimisée, c'est d'avoir une logique d'action qui est pas à pas. On le voit sur la gauche, préparer. Préparer, ça veut dire récupérer le matériel ou s'équiper. Trop souvent, les kits d'évacuation ne sont pas mises à jour d'une année à l'autre. Elles sont dans un coin, tout n'est pas complet. Moi, je vous encourage à avoir des points stratégiques dans le camping, à avoir vos kits déjà prêts en cas d'urgence. Deuxième point, c'est agir. Donc, se positionner et exécuter les consignes adaptées au danger. Informer, c'est-à-dire transmettre les consignes à la direction ou à la cellule de crise. Vous avez des radios, vous avez des mégaphones. Il faut mettre en place un système de communication qui soit résilient. N'oubliez pas que les GSM saturent. Les GSM, encore une fois, du jargon, les téléphones sont saturés au niveau des secours. Donc, il va falloir passer par des outils de communication. Vous avez tous des groupes WhatsApp. Vous avez aussi Opéras pour certains. C'est important d'avoir plusieurs cordes à son arc. Quatrième point important, c'est pouvoir protéger. Protéger, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir guider les vacanciers, sécuriser les zones sensibles. Et donc, il faut avoir identifié au préalable le temps que ça va mettre de évacuer une zone et en même temps toutes les zones sensibles. Là où c'est qu'il y a du fuel, la rivière, certains points comme des zones de recharge. Je rappelle que les zones de recharge lithium, quand on arrive sur intervention, qu'il y a une bande qui crame ou une voiture qui crame, aujourd'hui on n'a pas la technologie pour pouvoir vraiment rapidement circonscrire le feu. Donc si vous décidez de faire des travaux d'équipement au niveau de bande de recharge lithium sur un parc, mettez-vous en sécurité, rapprochez-vous des centres de secours d'incendie, du chef de centre qui vous donnera aussi des bons conseils en cas de danger dans votre zone de recharge de batterie. Et enfin, clôturer, ça veut dire quoi? Ça veut dire confirmer la fin de l'action ou passer à l'étape suivante. Donc, une fiche réflexe, elle doit se vivre, elle doit s'anticiper et elle doit se travailler avant la saison, mais aussi pendant la saison quand vous avez le personnel. Je sais que c'est pas évident pour vous quand vous arrivez à haute saison. On l'a vu aussi au mois de juillet dans le camping, mais n'oubliez pas que c'est un investissement, c'est une mise en conformité et c'est aussi des vies qui peuvent être sauvées par la suite. Donc là, on va rentrer, mais vraiment de manière un petit peu succincte, parce que ça fera l'objet d'un prochain webinaire, la simulation, l'évacuation. C'est la fiche réflexe de préalerte. Alors, c'est un outil essentiel dans la chaîne de sécurité. Elle va répondre à une logique qui est très simple. Anticiper avant que la situation ne dégénère, pour éviter d'être pris au dépourvu. Donc évidemment, l'objectif, c'est ça, c'est de gagner du temps. Comme je le disais tout à l'heure, éviter l'improvisation, organiser l'équipe et valider les moyens.
Alors, quand est-ce que vous allez l'activer? Alors, sur ordre officiel, ça peut être un client qui va vous remonter une info, vous allez faire une levée de doute. Ça peut être un membre du personnel habilité. Ça peut être la direction. Et très souvent, c'est les autorités locales parce que je rappelle que les incidents, souvent à 80%, arrivent de l'extérieur. Donc, restez prêts, justement, des moyens de communication avec les autorités locales. Évidemment, il y a aussi le constat de risque imminent. Alors, dès qu'un danger est identifié sur le secteur, vous voyez une fumée qui est visible, un vent violent, une montée des eaux, par exemple, ou tout autre signe annonçateur de l'incident. Très important, c'est le sens du vent. Le sens du vent, ça va être capital. Pourquoi? Parce que pour les fumées et pour toutes les cendres ou toutes les problématiques qui vont être inhérentes. Je rappelle que ce n'est pas le feu qui va tuer les personnes, c'est la fumée. En 2 minutes, si vous êtes sous les fumées, vous êtes menacé et vous pouvez avoir des problèmes. Il m'est arrivé de faire des feux de restaurant, par exemple. Ce n'est pas le feu qui tue, c'est la nocivité des fumées. C'est pour ça que les pompiers ont des appareils respiratoires isolants, même quand ils interviennent sur des feux de voiture qui paraissent assez bénins. Donc l'intérêt de cette étape, au niveau des fiches réflexes, c'est qu'elle va nous faire gagner un temps précieux en permettant de mobiliser les équipes en amont. L'intérêt aussi, c'est d'organiser les rôles et éviter la confusion quand l'alerte sera confirmée. Vous voyez ici, il y a la photo du directeur du camping qui, en préalerte, va avoir le temps. Quand je vous parle du temps, c'est quelques minutes à peut-être 1 heure en fonction de la rapidité de l'évolution du sinistre. Donc tout le monde se retrouve à l'accueil et tout le monde va prendre son rôle au sérieux, va se faire identifier des chasubles et en même temps, ça va permettre de tester et vérifier les moyens techniques. Donc évidemment, est-ce qu'il y a des lampes? Est-ce qu'il y a des piles dans les lampes? Est-ce que les talkie-walkie fonctionnent? Est-ce qu'on a lancé les outils digitaux qui vont venir en complément d'information? Etc. Et enfin, ça donne à la direction aux équipes la possibilité de se mettre en ordre de marche sans provoquer de panique inutile. Et ça, je le rappelle, inutile chez les vacanciers. Donc là, dans cette slide-là, c'est un exemple concret de fiche réflexe de préalerte. Donc on l'a vu, c'est hyper concis. Donc dès que la décision est prise, que ce soit par la direction, les autorités ou suite à un constat de risque, vous pouvez mettre un code simple utilisé pour activer immédiatement le dispositif. Ça peut permettre évidemment d'éviter toute ambiguïté dans la communication interne. On a vu Casimir est demandé à l'accueil, on a vu Monsieur Durand est attendu à la réception. Ça, je dirais que c'est votre source interne. Une fois déclenchée, la préalerte va enclencher plusieurs actions successives. 1. L'activation de la vérification technique. Comme je disais, test des moyens de communication. La mise en place de l'organisation, chasuble, identification des différents rôles majeurs, positionnement des équipes au point stratégique et préparation logistique. On a fait rajouter de la rubalise. La rubalise, c'est hyper intéressant, ça ne vous coûte pas cher et ça permet de sanctuariser les zones. Ça, c'est important. Mobilisation des équipes. Donc, vous avez chaque rôle qui est confirmé. Vous avez la sensibilisation sur les personnes vulnérables. Donc, en amont, vous allez identifier les mobilhommes qui sont PMR, etc. Mettre en alerte discrète. C'est-à-dire qu'on va, avec le staff, commencer à balayer les zones, commencer à prendre l'information et faire un suivi en temps réel de la situation par rapport à une cellule de crise. Donc, la cellule de crise, ça peut être connecté au PC sécurité de la chaîne des secours. Mais c'est surtout votre rôle principal, c'est de pouvoir centraliser et coordonner les informations dans le calme. Veiller à l'évolution du danger, donc évidemment les risques météo, le terrain et les signaux extérieurs. Et donc enfin la validation. Si la menace se confirme, on passe en mode alerte et on déclenche les procédures, les fiches réflexes complètes en fonction de la typologie du sinistre. Ou alors si le risque disparaît, retour au fonctionnement normal, vous avez levé de doute et vous clôturez la préalerte. Donc tout ça, je vous le mettrai à disposition. C'est évidemment un Canva, d'accord? C'est une ossature qui va vous permettre à vous d'apporter ce supplément qui est la personnalisation de vos propres établissements et vos propres façons de travailler. Là, c'est différentes fiches réflexes sur différentes problématiques. Donc, comme l'a dit Anthony, c'est un Canva. Donc là, on va plutôt s'arrêter sur la forme
que sur le fond, ce que vous pouvez voir, c'est très visuel en fait. Vous avez un titre, action immédiate, sécurisation, évacuation, surveillance, et une phrase d'action concise, rapide, efficace, de manière à, comme on l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, atténuer les effets du stress. Ça, c'est capital durant un incident. Le stress, même si vous faites un exercice d'évacuation, c'est pas une situation réelle. Le stress fait perdre plusieurs pourcents, je dirais 30-40% des moyens à chaque personne, surtout si ce n'est pas effectué régulièrement. Donc, comme vous pouvez le voir sur la forme, les fiches réflexes, elles sont simples, concises et très visuelles, très courtes. Et suivant, s'il te plaît, Anthony. Et donc, pour conclure, ce qu'on peut dire de ce webinaire, c'est qu'il faut clarifier les rôles. Clarifier les rôles, comme on l'a vu, c'est chaque personne doit savoir ce qu'il doit faire le jour J, selon l'incident ou pendant une évacuation. Il ne peut pas y avoir de place à l'à peu près. Chacun doit savoir ce qu'il a à faire. Les fiches, on l'a vu et revu, il faut les simplifier, avoir des verbes d'action courts, efficaces et des phrases simples. Il faut prévoir la pré-alerte, Anthony en a longuement parlé, et faire des exercices réguliers. Donc si vous ne devez retenir qu'une seule chose de ce webinaire, c'est faites des exercices, des simulations, parce que vous pouvez avoir les meilleures fiches réflexes du monde. Si vous ne les avez pas testées en amont de la saison, bon, je ne dirais pas qu'elles valent rien, mais vous n'allez pas pouvoir vous apercevoir de tous les détails, les micro-détails. Ok, j'ai mis le kit d'évac au poste de sécurité, je l'ai mis à l'accueil, mais en fait, ça aurait été pertinent de le mettre à mon bâtiment technique et en zone C. Enfin, plusieurs exemples, plusieurs détails qui font que le jour J, vous serez mieux préparé. Donc, s'il faut retenir quelque chose, c'est faites des exercices, des simulations. Et ouais, dis-moi. Vas-y, continue, pardon. Et bon, à ce propos, on va organiser aussi un prochain webinaire le 14 octobre sur notre exercice grandeur nature d'évacuation camping, le Brasilia. Tu veux ajouter quelque chose, Anthony? C'est le premier format qu'on met en place à ce niveau-là, donc n'hésitez pas aussi à nous faire des retours. On n'est volontairement pas rentré dans tous les détails. Le prochain webinaire va permettre d'aller un peu plus dans la simulation d'évacuation et voir ce qui a pêché, ce qui n'a pas pêché dans un camping qui était pourtant préparé. Et donc, c'est important de nous faire des feedbacks, poser des questions et de savoir justement dans quelle manière on va pouvoir vous aider. Donc, on a, si vous le souhaitez, profiter des conseils personnalisés, c'est-à-dire qu'on peut prendre un temps d'échange avec chacun d'entre vous pour voir les fiches réflexes, pour échanger sur les points de friction, les facteurs limitants, les questions que vous avez un peu plus techniques en termes de sécurité ou de sûreté. Raphaël est formé, malheureusement, et parfois heureusement, sur les tueries de masse, donc les intrusions en mer armée. Tout ça, on ne veut pas que ça arrive chez nous, on ne veut pas que ça arrive dans nos magasins, on ne veut pas que ça arrive sur nos outils de travail, mais le risque zéro n'existe pas. Donc pour certains qui veulent aller un peu plus loin, on reste à votre disposition sur l'ensemble des thématiques que vous voyez à l'écran.